On a tous des personnalités du cinéma qu'on adore, par ses choix de films, par ses thématiques, mais on oublie souvent que lui aussi a ses préférences, a ses films préférés, et que bien souvent, se pencher sur son top 10 permet par exemple de comprendre certaines spécificités de sa filmo, sa manière de jouer, de mettre en scène, parce que voilà, la grande majorité des cinéastes et acteurs célébrés dans le monde entier, c'est aussi des cinéphiles. Parmi eux, l'un des plus grands réalisateurs américains. L'un des plus influents aussi. Et c'est toujours intéressant de se pencher sur les références d'une personnalité qui est elle-même devenue une référence pour toute une génération. On va parler des films préférés de David Lynch. Fantastic dreams. Big love. Like seeing something otherworldly. David Lynch, c'est l'un de mes cinéastes américains préférés. Je lui ai d'ailleurs consacré une des vidéos dont je suis le plus fier sur la chaîne. Et du coup, je me suis régalé à découvrir son top 10. Et vous connaissez le concept, je vais pas pouvoir parler hyper longuement des 10 films en question, je vais plutôt, on va dérouler ça ensemble et je vais m'attarder sur les quelques films qui me semblent le plus pertinents à analyser. Je précise que cette liste, elle a été donnée sans ordre de préférence entre guillemets, même s'il y a une liste qui est clairement définie, notamment le podium, qui est issu des livres de David Lynch, des interviews qu'il a données, etc. Et de toute façon, je pense qu'en vrai, l'ordre importe moins que les films. Et on va commencer très fort avec le film en 10e position, et un cinéaste que j'adore aussi, vous le savez, Federico Fellini, qui réalise La Strada. Et vous le savez, j'adore le cinéma de Fellini, j'adore sa modernité, sa caméra ultra mobile, j'adore l'énergie qu'il donne à ses films. Et dans La Strada, qui est le film qui va le faire exploser à l'international et pour lequel il gagnera l'Oscar du meilleur film étranger, il va nous livrer un récit d'une humanité magnifique, d'une tendresse qui fait du bien, vraiment un regard d'une justesse et d'une pureté assez folle portée sur l'âme humaine qui vraiment touche en plein cœur. Le genre de sentiment qui aurait bien pu inspirer quelques séquences de une histoire vraie, même de Blue Velvet aussi, et en tout cas un film dont on comprend qu'il a pu jouer un grand rôle dans la filmo de David Lynch. L'histoire est celle de Gelsomina, qui est interprétée par la superbe Giulietta Massina, qui joue donc une jeune femme issue d'une famille pauvre et qui a été vendue par sa mère à Anthony Quinn. Anthony Quinn qui joue donc un lutteur et forain ambulant qui va amener la jeune femme sur les routes de l'Italie après l'avoir achetée. Et il y a certaines scènes de La Strada qui m'ont touché comme rarement. La scène finale que je vais évidemment pas vous raconter, mais aussi les scènes de joie avec lesquelles Fellini ponctue son récit. Il y a des respirations poétiques, mélancoliques, où le cinéaste cherche à comprendre comment deux personnages si différents pourraient s'apprivoiser, et il trouve une réponse qui est juste, mais superbe, et sans avoir besoin d'en faire trop. Il lui suffit juste de poser sa caméra sur cette jeune femme, sur cette gamine qui essaie de profiter de chaque petit moment de joie que peut lui offrir la vie, et de là se dégage une poésie, je veux dire, chaque moment, chaque plan de La Strada est dédié au lyrisme, et je dois aussi parler de cette musique de Nino Rota, qui est une musique qui sait être discrète, mais qui est extrêmement bien utilisée par Fellini, et qui quand elle apparaît, nous submerge complètement, et elle pourrait même rappeler le lyrisme un petit peu de la BO de John Morris pour Elephant Man, ça m'y a fait penser quelques fois. En tout cas, voilà, La Strada, c'est à découvrir absolument. C'est un grand film d'un monument du cinéma, quoi. Una volta speravo solo di tornarci a casa mia. Adesso non me ne importa più tanto. Alors le 9e film, et je vais passer un petit peu rapidement dessus parce que c'est un film que j'ai déjà cité puisqu'il faisait partie des films préférés de Nicolas Cage, c'est Le Magicien d'Oz. Je veux dire, voilà, j'en ai déjà parlé plus longuement de la dernière vidéo qui est sortie il y a quelques semaines. Et en plus, je pense que voilà, vous connaissez globalement tous ce classique parmi les classiques qui est réalisé par le grand Victor Fleming. Je veux dire, voilà, c'est le film le plus vu de l'histoire du cinéma. C'est un film qui a eu un énorme impact sur toute une génération de cinéphiles. Et c'est sans doute l'un des films les plus cités par les grands cinéastes. Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'on le retrouve souvent dans les top 10 des grands acteurs, grands réalisateurs. C'est un monument du cinéma américain, je vais pas m'attarder sur Le Magicien d'Oz. Pour ça, je vous rapporte à ma vidéo sur Nick Cage, ou même je vous encourage juste à le revoir parce que c'est toujours un énorme plaisir.
7e film préféré de David Lynch, c'est un petit film qui dure 1 heure. C'est un film qui est sorti en 1934 et David Lynch le place ici grâce à son acteur W.C. Field, qui est l'un des acteurs américains, mais les plus grands du début du 7e art, et qui trouve, selon David Lynch, son meilleur rôle dans un film qui s'appelle It's a Gift. It's a Gift, c'est une comédie assez absurde que j'ai complètement découvert pour cette chronique, où on nous présente une famille un peu dysfonctionnelle quand même. On a une femme qui est anxieuse, qui est mariée à un mari épuisé qui ne sait juste plus où donner de la tête. Il est débordé par ses gamins, par son affaire qui marche moyennement. Du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va changer de vie, il va complètement plaquer son business et il va partir pour la Californie, vivre l'American Dream avec sa famille. Et c'est un film qui est assez drôle, qui est rempli de gags dont la grande partie fonctionne encore, alors qu'il a quand même presque 100 ans, ce film. Et il fonctionne effectivement grâce à un grand acteur qui a un physique très atypique, une manière de jouer et de se déplacer que j'ai vraiment rarement vu. Il joue vraiment avec son corps d'une manière assez étonnante. Et c'est aussi un film dont on comprend qu'il est fasciné Lynch dans sa manière de décortiquer et de s'amuser avec le cliché de la famille américaine moyenne. Rien de très étonnant de le retrouver là de la part d'un cinéaste qui a imaginé une série télévisée sur l'Amérique profonde et ses secrets, où pendant 3 saisons, il s'amuse à gratter derrière les apparences d'une petite ville tranquille. It's a Gift, ça dure 1 heure, ça se regarde étonnamment bien aujourd'hui, c'est très sympathique, c'est pas un chef-d'œuvre à mon sens, mais ça doit énormément à un grand acteur, et c'est une belle curiosité à découvrir, vraiment je vous le conseille. All right, come on. All right. Well, you got that door closed again, huh? I'm sorry. What? I say I'm sorry. Le film que David Lynch place en 7e position. Alors, c'est un film qu'il a découvert pendant la production de Elephant Man, et c'est directement devenu l'un de ses films préférés encore aujourd'hui. Tant mieux, parce que moi, ça me permet de parler d'un cinéaste que j'adore, Werner Herzog, et de son grand film auquel il donne presque les traits d'une comédie romantique qui s'appelle La Ballade de Bruno. C'est un film écrit pour un acteur qui est non professionnel, donc qui s'appelle Bruno S, qui joue ici, si on peut dire qu'il joue, il joue Bruno, un marginal, un alcoolique au grand cœur, mais un petit peu perdu dans ce monde, et un marginal qui sort de maison d'arrêt. Il va rencontrer sur son chemin Eva, une prostituée avec qui il se lie d'affection, et qu'il va décider d'héberger, jusqu'à, encore une fois, avoir une espèce de pulsion, changer de vie et partir avec elle aux États-Unis. Vous voyez que le thème de l'American Dream et ce qu'il recèle semble quand même plutôt bien parler à David Lynch, qui est tombé complètement amoureux de ce film, où les acteurs amateurs se perdent dans un périple rempli d'un humour absurde, certes, mais qui est quand même un film que je trouve être assez dur envers ses personnages. Les personnages, ils sont sincères, ils sont touchants, ils sont émouvants dans leur naïveté, mais le monde dans lequel ils évoluent, donc l'Amérique, va les broyer petit à petit, parce qu'il n'y a pas de place pour la marginalité. Et ce qui est intéressant dans la mise en scène de Werner Herzog, c'est que le film semble rempli de moments captés sur le vif, où on sent juste que le cinéaste déambulait avec ses acteurs dans les rues et qu'il a capté des scènes où on voit qu'elles n'étaient ni écrites ni prévues, juste il capte, comme il le fait dans ses documentaires, des tranches de vie, des tranches d'absurde, des tranches de marginalité, et ça donne un film qui est du coup rempli de scènes assez surprenantes et en tout cas difficiles à anticiper. Et quand on est surpris de scène en scène, c'est quand même une grosse qualité au cinéma, je trouve. Clairement, La Ballade de Bruno, c'est une proposition de cinéma que je trouve très belle, même si très atypique. On pouvait s'y attendre de la part d'un auteur comme Herzog, et ça joue sur la limite entre fiction et documentaire, ce qui en fait presque un passage obligé dans la filmo de son auteur, je trouve. En 6e position, les amis, on va retrouver un patron. Je pense que ce patron-là, il a placé ses films dans 90% des top 10 des grands réalisateurs ou acteurs ou actrices américaines. Mais celui qu'a choisi Lynch est loin d'être le plus apprécié de sa filmo. Ce film, c'est Lolita de Stanley Kubrick. C'est un film que David Lynch décrit comme étant une sorte de rêve fiévreux, et c'est un film que moi aussi je trouve assez génial, et presque sous-estimé en fait dans la filmo
monstrueuse de Stanley Kubrick. Vous connaissez tous l'affiche de Lolita, vous connaissez même tous les grandes lignes du récit. On suit un professeur de lettres divorcé, qui est, plutôt séduisant et cultivé, qui va louer une chambre pour l'été chez une femme de son âge, une femme qui va chercher à le séduire, mais le problème, c'est que l'homme, il semble plutôt attiré par la jeune Lolita, 14 ans, la fille de son hôte, et une petite fille, en fait, pour qui le personnage va développer une fascination et une attirance physique et morale. Alors, le sujet de Lolita, vous le savez, c'est un sujet qui est terrifiant, et Stanley Kubrick le traite de manière plutôt ambiguë, je trouve. C'est un film qui est finalement très peu sexué. Je veux dire, dans Lolita, les amis, mais il n'y a pas une seule scène où les personnages se touchent. Même le professeur et la mère de Lolita, enfin, le sexe n'existe pas dans Lolita. Le sexe charnel, en tout cas. En fait, Kubrick va jouer de sa mise en scène millimétrée pour poser un regard presque analytique sur la situation, presque vraiment un regard scientifique, quoi. Sans aucune chaleur humaine, personne s'embrasse, personne se touche. Le cinéaste filme l'interdit par la mise en scène la plus froide possible, et il crée en cela une espèce d'ambiguïté vraiment palpable, je trouve. Et si le sujet est, il est horrible, hein, certes, et que cette obsession va pousser notre personnage assez loin, hein, je veux dire, jusqu'à théoriser le meurtre de la mère de Lolita, jusqu'à ce qu'on ressente des vrais frissons de gêne quand la gamine l'appelle Dad, alors qu'on connaît les pulsions que lui, il a à son égard. En fait, quand t'as un sujet pareil, t'as vraiment pas besoin d'en faire plus que ça, quoi. Kubrick, il le sait et il en fait pas trop, et du coup, ça résulte d'un film qui joue en permanence d'un regard presque ironique sur la libération sexuelle qui s'empare d'une Amérique autrefois hyper puritaine, et où cette libération sexuelle soudaine rend les personnages complètement pathétiques et sans aucune valeur morale. Après en termes de pur cinéma, que dire, je veux dire, Lolita c'est évidemment parfaitement mise en scène, c'est aussi un casting, comme toujours avec Kubrick en fait, dirigé à la perfection. C'est très trouble, très ambigu, très malsain, et ça va largement au-delà de ce que sa superbe affiche en vrai, mais de ce que son affiche peut laisser penser. C'est un grand Kubrick à réhabiliter, je trouve. Bon ok, on arrive sur le 5e film, et vous savez quoi en fait, ce film, le 5e film, franchement j'aurais été surpris de pas le voir chez Lynch. C'est, à mon sens, je crois que si je fais un top 10, il est dedans. C'est l'un des plus grands chefs-d'œuvre que j'ai pu voir. C'est une merveille d'horreur gothique, remplie de visions et d'expérimentations menaçantes, c'est un pur cauchemar, qui s'appelle L'heure du loup. Et franchement, sans ce film de Bergman, ça me paraît même difficile d'envisager l'existence d'un Inland Empire, ou même de certaines séquences de Lost Highway. À travers le récit de ce couple isolé sur une île, qui est un couple complètement coupé du monde, où la femme, donc Alma, va découvrir le journal intime de son mari, et va y découvrir, mais alors des fantasmes, des visions de cauchemars, des fantômes qui hantent ses nuits sans sommeil. Bon, on va vraiment être plongé dans un labyrinthe rempli de visions psychanalytique terrifiant, en vrai, et ça donne un pur film d'horreur psychologique, mais tellement marquant. Je veux dire, moi je l'ai découvert jeune, certaines séquences m'ont mis KO, quoi. L'heure du loup, il déjoue toute narration linéaire et classique pour devenir purement sensorielle, et il va te plonger dans une sorte d'hypnose pour mieux t'emmener vraiment en enfer, quoi. De toute façon, on le sait, Bergman est très fort dans ce qui est de sonder l'âme humaine, et quand il s'attaque à un homme qui a l'esprit malade, ça donne un film torturé, un film au noir et blanc superbe et aux séquences anthologiques. L'heure du loup, c'est un grand film à découvrir absolument si vous avez la chance de ne pas encore l'avoir vu, et clairement son influence chez Lynch est évidente. Au pied du podium, on va aller vers un grand classique que David Lynch place ici pour sa maîtrise parfaite de la mise en scène. Rien d'étonnant, c'est réalisé par Alfred Hitchcock, et je parle de Fenêtre sur cour. Fenêtre sur cour, c'est pas mon Hitchcock préféré. Pour moi, Vertigo ou alors Les Oiseaux restent complètement indétrônables, mais c'est évidemment un grand film sur lequel je vais pas m'attarder. Je pense que vous le connaissez tous déjà de nom, et je veux dire, les analyses pullulent sur ce film, probablement l'un des plus connus du cinéma. Un film qui met le point de vue au centre du récit, et évidemment, oui, un exemple de mise en scène, puisque c'est dans ce film que la précision de Hitchcock trouve son paroxysme
paroxysme. Je veux dire, voilà, James Stewart, Grace Kelly, un film sur le voyeurisme nous plaçant dans la peau d'un homme qui espère presque voir son quotidien bouleversé par un meurtre. Je pense effectivement que c'est une leçon de construction de récit, de suspense, d'ambiguïté et de mise en scène pour de nombreux cinéastes. Et c'est assez intéressant de voir David Lynch citer ce film qui est quand même plus classique et précis au milieu de films purement sensoriels comme L'heure du loup. Ok, on arrive dans les 3 films préférés de David Lynch et on va se diriger en France. Pour un cinéaste qui, selon David Lynch, est une véritable inspiration pour son amour de la nature humaine, Jacques Tati, qui est un grand réalisateur adoré par David Lynch, pour Mon oncle, mais surtout pour Les vacances de Monsieur Hulot. Interprété par Jacques Tati lui-même, Monsieur Hulot, c'est un homme simple, un homme bienveillant, un homme profondément gentil qui se rend au bord de la mer, dans un hôtel familial où il va enchaîner les gaffes parce que voilà, son innocence et sa naïveté vont provoquer des petites catastrophes dans l'hôtel sans même que notre ami Hulot ne s'en rende compte, trop occupé qu'il est à passer des bonnes vacances. C'est un synopsis simple mais qui déborde de tendresse pour un film qui l'est tout autant. Un film où vont se succéder les quiproquos, les incompréhensions, les petites absurdités, et où Tati va dresser le portrait d'une société vraiment variée. Il va nous filmer des bourgeois propriétaires comme il va nous filmer des petits ouvriers heureux de voir la mer et de quitter la ville, sans jamais haïr ni l'un ni l'autre, sans même faire autre chose que juste se moquer un peu d'eux gentiment. Le monde que Jacques Tati crée, effectivement, je veux dire, il est bienveillant, il est rempli de cœur, il est rempli d'humanité, et clairement, ouais, en ce sens, on comprend ce que veut dire David Lynch quand il dit que Jacques Tati est, selon lui, le cinéaste le plus rempli d'humanité qu'il connaisse. Et c'est un grand cinéaste, Jacques Tati, un grand cinéaste dont on va sans doute parler un peu plus en longueur prochainement sur Intercut. Mais les amis, voilà, l'été arrive, c'est le moment, c'est un film parfait pour cette période. Foncez sur Les vacances de Monsieur Hulot, vous allez vous régaler, c'est une pépite. Le film qui se place en 2e position pour David Lynch, et les amis, c'est encore un film de Federico Fellini, donc moi je suis ravi, mais c'est un film dont on a déjà parlé, parce que voilà, il était déjà cité dans le top de Martin Scorsese, qu'on a fait il y a quelques mois, et qu'on a déjà disséqué sur cette chaîne, et du coup, le 2e film préféré de David Lynch, c'est 8,5 de Federico Fellini. Et il n'y a rien d'étonnant, tellement c'est un film qui concentre tout ce qu'aime David Lynch, le cinéma, les rêves. Et il nous explique pourquoi il aime à ce point ce film. Fellini accomplit en un film ce que font les peintres abstraits. Il communique une émotion sans nous la montrer, sans nous l'expliquer, dans une sorte de magie. Et effectivement, 8,5, c'est une œuvre extrêmement belle, extrêmement dense, merveilleusement mise en scène et à la poésie assez merveilleuse. On est sur un labyrinthe brumeux dans les pensées et les souvenirs de Fellini qui, comme l'adore le faire David Lynch, va mêler le fantasme, le réel, les pulsions, l'imaginaire, dans une mise en scène, mais les amis, qui est tellement mobile et remplie d'énergie. C'est pour ça que je dis souvent que c'est impossible de s'ennuyer devant un film de Fellini. Regardez-moi les mouvements qu'il imprègne et l'énergie qu'il imprègne à sa mise en scène. Pour me voir en parler plus longuement, je vous redirige à la vidéo que j'ai faite sur le top de Martin Scorsese, mais clairement 8,5, c'est aussi sans doute l'un de mes films préférés, de l'un de mes cinéastes préférés, et encore une fois, oui, le lien avec David Lynch, il crève les yeux. Voilà, c'est le moment, le film préféré de David Lynch. Je pense que vous le connaissez déjà en vrai. Je pense que vous le connaissez déjà parce que Mulholland Drive en est quasiment un remake. C'est l'un des plus grands films hollywoodiens jamais réalisés. Peut-être le meilleur film sur le cinéma, Sunset Boulevard de Billy Wilder. Pour comprendre l'impact de Sunset Boulevard pour David Lynch, suffit d'écouter ce qu'il en dit. Et en fait, ce qu'il dit de Sunset Boulevard pourrait s'appliquer à
toute la filmographie de David Lynch. C'est un film qui a énormément de tristesse en lui et énormément de beauté et des rêves, de la beauté, de la beauté, de la beauté et toujours plus de rêves. Sunset Boulevard, c'est un film qui est rempli de scènes anthologiques. C'est un film qui construit et brise les rêves le temps d'un regard caméra possédé ou d'une descente d'escalier superbe. Sunset Boulevard nous présente une vie brisée, la vie de Norma, une actrice du muet qui cherche à retrouver sa gloire passée à Hollywood. C'est aussi un récit où la tragédie prend un ton quasi irréel, où les flashbacks ou flash-forward vont complètement s'amuser à nous perdre et où chaque plan dit quelque chose de la violence exercée par des fantasmes irréalisable sur les personnages. Et en termes de pure mise en scène, vous le voyez bien rien qu'aux images, on est sur un noir et blanc qui est une merveille, peut-être l'un des plus beaux noirs et blancs du cinéma américain. On est sur une mise en scène profondément symbolique qui nous livre des séquences qui sont restées dans l'histoire du cinéma et qu'on peut analyser pendant des heures durant. On est tout simplement sur un monument qui va décortiquer Hollywood, qui va décortiquer une usine à rêve complètement destructrice, et c'est en ça que le personnage de Naomi Watts dans Mulholland Drive répond complètement au personnage de Norma dans Sunset Boulevard. Sunset Boulevard est une merveille, je l'ai revu pour cette vidéo, je me suis quand même repris une claque, alors que je savais que c'était un grand film. N'hésitez pas à vous plonger ou replonger dans cette merveille, c'est incroyable, et c'est évidemment un film qui parle complètement à David Lynch. There's nothing else, just us, and the cameras. And those wonderful people out there in the dark. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a un petit Tipeee qui permet de faire ce genre de vidéo qui nécessite énormément de temps et de travail. En vrai, les top 10 comme ça, c'est quand même des grosses vidéos. Donc n'importe quel petit soutien à la chaîne est hyper apprécié. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de mettre la cloche. On sort 2 vidéos par semaine. On se retrouve dans quelques jours les amis. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.